pour les militants clandestins du Destour. Qu'est-ce que c'était que ces félagas? Le bled devenait incertain, les voitures roulaient mal la nuit, on se disait qu'est-ce qui va se passer, et puis on tirait dans le tas. On tuait des fermiers, des colons dans leurs fermes. Il y a eu comme ça des choses épouvantables. Et alors nous, c'était le fantasme à état pur. Ces félagas étaient partout. Les félagas répandent la terreur parmi les colons qui s'arment pour se défendre et exaltent leurs bons serviteurs attachés aux bienfaits de l'œuvre de la France. Mais ils s'en méfient aussi et se retournent contre eux à la première alerte. Le soupçon, le racisme et la haine traversent les villages assommés d'un silence de plomb au rythme lent des corbillards. On massacre à tout va, le néo-Destour n'est pas en reste, qui assassine le maire de Tunis et un prince bellical trop assidu à la résidence. À chaque meurtre, on sort des otages emprisonnés pour les coller au mur. Le matin à 5 heures, on entend du bruit. Tout le monde se met à crier, toute la prison. 1000 détenus, on était patriotes, hein, communistes et destouriens, et ceux qui n'étaient ni communistes ni destouriens. 3 qui sortent et qui commencent dans les couloirs de la prison, sachant qu'ils allaient être fusillés, à crier et à chanter Houmat al-Hima. Et toute la prison, 1000, qui commencent à chanter Houmat al-Hima. Les murs de la prison, qui ont 1 mètre de la largeur, tremblaient. Les murs tremblaient. Ils bougeaient par ces chansons, par cette haine qu'on avait, cette fureur qu'on avait, parce que ces 3 allaient faire les pelotons d'exécution et jusqu'à la dernière minute, ils chantaient et refusaient qu'on leur bande les yeux. Ça, c'est une chose que moi, je ne peux pas oublier. C'est une chose qui est en moi. C'est ça, le peuple tunisien. Et c'est ça qui a fait l'indépendance, qui dépasse tous les clivages, qui dépasse tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut raboter par-ci, arranger par-là, qui dépasse les chefs et les sous-chefs, qui dépasse tous les aïms. C'est ça, le peuple tunisien. Le temps passe. Dans la torpeur estivale, Tunis soigne son spleen à coups de plaisir de canicule et de rumeurs invérifiables. On dit que ça se calme un peu, que Bourguiba a été transféré en France, qu'il se prépare quelque chose. Allez savoir. L'arrivée soudaine de Pierre Mendès France ferait l'effet d'un coup de tonnerre s'il n'avait pris le soin de faire couper toutes les liaisons téléphoniques. Flanqué de juin, rassurant pour les colons, il annonce aux baies éberluées que la France reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie et que les conventions nécessaires seront négociées avec un gouvernement responsable. C'est un bond en avant inespéré. Le téléphone arabe, lui, n'a pas été coupé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le 31 juillet, avec Mendès France, il y a eu une manifestation de joie interne, pas vraiment exprimée, mais ressentie profondément, d'une espèce de délivrance. On a compris que c'était qu'on partait pour le processus de libération. Le Bey a désigné Tahar Ben Ammar, grand bourgeois patriote, pour diriger le cabinet, où néo-destouriens et personnalités moins marquées se partagent les Marocains. Prudence, les colons s'agitent furieusement et il n'est pas question de brandir sous leur nez ce chiffon rouge de Bourguiba. Bourguiba, l'indépendantiste qui agite les foules, anti-français, un peu fou, le type qu'on ne peut pas contrôler. C'était le diable, on ne pouvait pas le fréquenter, on ne pouvait pas le voir. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'a arrêté seul. Et on le met seul, et les autres ensemble, et lui seul. Pourtant, personne n'est dupe. Le partenaire de Mendès France, c'est Bourguiba, qui est libre de ses mouvements et qui rencontre le président du Conseil en secret. Il y a eu concomitance de 2 énormes prises de risque. Pour la première fois, 2 hommes se font confiance. Ils se font confiance sur des projets. Rien n'est certain. Tout peut être mis en cause. Bourguiba peut être mis en cause par Salah Ben Youssef, il l'a été. Mendès France peut être désavoué, c'est la première initiative de décolonisation et personne ne s'y trompe.
La chute de Mendès France, qui d'ailleurs jouait loyalement la carte de l'autonomie, mais n'envisageait l'indépendance qu'à moyen terme, inquiète Bourguiba. Et si tout était à reprendre avec cette quatrième qui va de crise en crise? Mais c'est Edgar Faure qui lui succède et la confiance revient. Edgar Faure connaît bien la Tunisie. Tahar Ben Ammar et lui appartiennent au même monde des grandes affaires. Bourguiba resserre d'autant plus son emprise. Il ne faudrait pas que ces deux-là s'entendent sur son dos. Ils obéissaient au doyen là, au néo-destour. Le néo-destour était tout. Ceux qui étaient là savaient qu'ils ne représentaient presque rien. Qu'on les considérait, qu'on les maintenait, mais ils ne représentaient rien. Le président du conseil, vous savez très bien que c'était Bourguiba qui commandait. Le problème le plus urgent à régler est celui des félagas. Edgar Faure refuse de négocier sous la contrainte et seul le Destour est en mesure de désarmer les partisans. Mais c'est à Bourguiba de trancher. Il pèse de tout son poids sur le parti. La guerre d'Algérie avait commencé. Les Français avaient peur de la contagion. Il y avait comme moyen de pression des félagas. Le néo-destour favorisait ça parce que Bourguiba a toujours dit négociation et pression sur les négociateurs. Les Français ont dit aux Tunisiens, il faut désarmer les félagas, sinon la négociation s'arrête. Tout le monde était contre. Bourguiba a dit, je vous demande de le faire, faites-moi confiance. Désarmer, c'est-à-dire qu'ils descendent, ce que nous appelons nous la montagne, avec leurs armes, qu'ils les remettent aux officiers français, qu'ils partent nus, comme on dirait. Ils l'ont fait pour Bourguiba, à la demande de Bourguiba. En fait, Bourguiba redoute les ferments du désordre dont les félagas pourraient envenimer l'état qu'il médite. Et il refuse toute surenchère violente alors qu'il préconise de procéder par étapes pour réussir une émancipation complète. Cependant, les discussions traînent. L'autonomie, c'est un partage que la bureaucratie complique à plaisir. Je vous rends l'hôpital et je garde le collège. On claque les portes, on renoue, on recommence. En tout cas, il faut sortir des faux semblants. Edgar Faure discute de plus en plus souvent directement avec Bourguiba, ravi d'être à Matignon, mais guère plus accommodant pour autant. Bourguiba et Edgar Faure ont discuté et j'entendais des cris. Bourguiba crie. Jamais il l'aurait fait avec Mendès, jamais. Et madame dit, vos conventions, c'est de la foutaise, vous savez très bien qu'elles ne tiennent que par moi. Finalement, les conventions sont prêtes, aussi détaillées qu'un contrat de mariage entre deux vieux amants qui traînent les inventaires de leur vie commune. Ennuyeuses à lire, mais au fond qui s'en soucie, puisqu'on sent déjà qu'elles sont inapplicables. J'ai compris par la suite que ni Bourguiba, ni Edgar Faure n'avaient lu le texte du projet de la Convention générale. En revanche, Tahar Ben Ammar et le président Coty les ont apprises par cœur. On les comprend. Le vrai scénario appartient au premier rôle qui rentre à Tunis pour la grande scène. Une flottille surchargée de drapeaux escorte le navire depuis le large et Bourguiba pleure d'émotion en apercevant la multitude qui a envahi le port de Tunis pour l'accueillir. La femme de Farhat Hached, celle de Eddie Shaker, deux victimes de la main rouge, le serrent sur la passerelle. Tout le gouvernement est là, les enfants du B et bien des notables qui ne l'avaient pas soutenu jusqu'alors. Yahya Bourguiba, vive le leader, il retrouve enfin la ville qu'il avait quittée 4 ans plus tôt entre deux rangées de gendarmes qui l'insultaient. Il va saluer le B, qu'il embrasse comme on retrouve le fils prodigue. Le temps où il lui renvoyait ses décorations pour lui reprocher sa faiblesse est bien oublié. Personne ne songe qu'il n'est encore officiellement rien, puisqu'il est en fait tout, et que ceux qui ont l'air d'être tout ne seraient en vérité plus rien sans lui. En voiture, sur des épaules, à cheval, il parcourt la capitale en folie. C'est le plus beau jour de sa vie, celui de tous ceux qui se pressent pour l'apercevoir, celui de son fils aussi, qui le protège comme il peut de l'enthousiasme collectif.